Bonjour, nous allons parler de la détection à la Fédération française de volley, détection ou identification des talents. Alors d'abord, quels sont les principes de la détection? D'abord, c'est qu'on est tous concernés, qu'on soit, pas seulement les entraîneurs, qu'on soit parents, dirigeants, bénévoles, on peut tous être amenés à détecter. Comprendre que la détection, il y a une différence entre repérer et sélectionner. Repérer, c'est repérer les qualités que présentent les jeunes joueurs pour faire du volley à un bon niveau. D'accord? Ça, c'est repérer. Sélectionner, ça va être prendre les meilleurs à un moment donné dans la perspective d'une compétition donnée. Voilà. Donc c'est vraiment différence. Repérer, on va être davantage sur une projection à long terme du joueur et du niveau qu'il pourrait atteindre, alors que dans la sélection, on est sur le court terme. Déjà comprendre ça. Améliorer la détection, c'est mieux repérer les jeunes qui ont des qualités pour le haut niveau. Donc encore faut-il avoir une connaissance, avoir déjà vu du haut niveau et connaître les qualités dont il est question. Améliorer la détection, c'est aussi élargir la base de détection. Plus j'ai un volume de vivier de pratiquants qui est important, plus je vais pouvoir avoir une détection efficace et qualitative. Donc il y a vraiment les deux aspects. Améliorer la détection, plutôt à quel moment on détecte, d'accord? Développer les savoir-faire moteurs le plus tôt possible. Il y a un constat européen qui montre que aujourd'hui les jeunes ont une moins bonne santé qu'il y a une dizaine d'années. Donc on a un recul du niveau de la santé avec une baisse de plus de 25% des niveaux de VO2 max chez les jeunes. Ça c'est un constat européen, d'accord? Ils passent plus de temps sur les écrans, ils sont davantage sédentaires que nos générations. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc ça veut dire qu'il faut les mettre en activité et développer les savoirs moteurs bien avant. S'ils démarrent l'activité volleyball après 11 ans et qu'avant, entre guillemets, ils étaient non sportifs, et en fait, ça va être compliqué d'en faire de bons volleyeurs. Donc il y a vraiment un enjeu à détecter tôt et à mettre rapidement les jeunes en action pour développer les savoir-faire moteurs. Ça veut dire que sur les structurations du club, il y a un enjeu pour le club de demain de travailler sur la formation initiale des 5 à 11 ans. D'accord? C'est vraiment quelque chose où on est faible à la Fédération française de volley, c'est-à-dire qu'on a vraiment très très peu de licenciés M7 et M9. Très peu en M11, M13, et on a le gros de nos licenciés jeunes à partir de M15 et M18. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, tout le monde démarre l'activité volley tard, et pour peu qu'on n'ait pas été sportif, qu'on n'ait pas beaucoup d'expérience sportive avant, ça veut dire qu'on démarre en tant que non sportif et débutant. Et ça va être très compliqué de devenir un bon volleyeur. Donc il y a un enjeu vraiment dans la structuration des clubs pour essayer de densifier à la fois le volume des 5-11 ans, mais aussi la qualité de formation chez ces 5-11 ans. Ça va permettre d'élargir cette base de détection au niveau quantité et surtout d'améliorer le contenu de ce qui va être proposé et les savoir-faire moteurs et les habiletés motrices qui vont pouvoir mettre en œuvre. Savoir repérer, ça implique de connaître à minima le volley de haut niveau et le volley de demain. Ça semble assez évident. Favoriser la polyvalence avant 13 ans, la polyvalence orientée avant 15 ans. Effectivement, il n'y a aucun intérêt à spécialiser au volley avant 15 ans. Le seul intérêt de la spécialisation, c'est parce qu'on veut faire un résultat en M11, en M13 ou en M15. Donc là, on va spécialiser pour être efficace. Mais à quoi ça sert de performer avant 15 ans? On le sait, les études le montrent, ce n'est pas les sportifs qui performent avant 15 ans qui sont les sportifs qui vont faire du haut niveau plus tard. Ça n'a aucun lien de corrélation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Avant 15 ans, on cherche à développer les joueurs. On cherche à les préparer à performer plus tard. Donc ça n'a vraiment aucun sens de chercher à les spécialiser à outrance. Au contraire, on va les tuer. C'est-à-dire qu'on va les limiter dans leur savoir-faire moteur. On va simplement les orienter sur un champ et en fait on va simplement dégrader leur capacité et leur polyvalence, parce que cette polyvalence, ça va être le socle solide sur lequel ils vont pouvoir construire ensuite des savoir-faire spécifiques. D'accord? Donc si on n'a pas construit ces savoir-faire assez largement, en fait on va hypothéquer en fait
ses capacités à aller plus loin plus tard. Donc il y a vraiment, c'est vraiment important d'être sur ce principe de polyvalence. Détecter, donc, c'est repérer, d'accord, mais c'est aussi orienter, d'accord, vers une personne ou vers une structure. Et ensuite, ça va être, parmi tous ces gens qui ont été repérés et orientés, ensuite, effectivement, arrivera le principe de sélection. Et repérer l'extraordinaire, puisque les gens qui font du haut niveau sont des gens qui ont des capacités et des qualités extraordinaires. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ce qu'il faut être capable de repérer. Et ensuite d'orienter vers une structure qui regroupe les conditions favorables à la progression du sportif. Donc comment détecter ? Bon, il y a la méthode spontanée, hein, c'est-à-dire j'observe, j'ai vu, je contacte et puis je suis capable de donner des infos sur le jeune et qu'est-ce que j'ai vu, les qualités, il est capable de faire ci, faire ça. Voilà, donc ça c'est la méthode, on va dire intuitive que tout le monde connaît. Encore faut-il savoir quoi observer, connaître la personne ressource qu'il faut contacter et savoir quelles sont les infos importantes dont je dois rendre compte. Donc c'est finalement assez intuitif, mais pas si simple que ça. Et il y a aussi un timing pour le faire, parce qu'effectivement, si on rend compte un petit peu trop tard, peut-être qu'on a laissé passer l'année et qu'on a finalement fait remonter l'information, mais en fait on a laissé passer trop de temps et des fenêtres, on va dire, propices à la progression. Voilà, donc les timings sont aussi importants. Donc c'est savoir aussi stratégiquement sur quel lieu de compétition, de manifestation ou à quels endroits je vais pouvoir me rendre pour repérer ces sportifs. Voilà. Ensuite, c'est prendre contact avec l'enseignant du jeune pour l'inviter à rejoindre notre structure sportive. Donc après, il y a tout un accompagnement d'explications, peut-être auprès des parents, voilà, pour expliquer un peu les possibilités qui s'offrent aux jeunes qui a été repérés. Voilà. Ensuite, il va y avoir la méthode de détection organisée, où donc là, on va avoir une vraie stratégie, puisqu'on va proposer, organiser une journée ou un stage, une journée d'initiation dans une école, un tournoi ouvert à tous, etc. Donc là, on va vraiment organiser pour détecter. D'accord ? Assister à un match d'exhibition senior, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire en fait pour essayer de regrouper des jeunes et pour pouvoir ensuite détecter. Les stratégies de détection par l'intermédiaire d'un réseau de personnes ressources. Effectivement, qui dit détection, plus on va avoir un réseau efficace à tous les niveaux, plus on va avoir des yeux partout et plus on va être efficace et plus on est sûr de ne pas rater de jeunes qui ont des qualités. Donc ça veut dire impliquer les enseignants de PS, c'est ceux qui sont en première ligne pour identifier les jeunes. Donc se construire un réseau avec les professeurs de PS, c'est vraiment un premier enjeu. Ensuite, c'est de former des cadres techniques pour la détection, donc des gens qui savent quoi regarder, bien orienter, bien expliquer, voilà, et ensuite qui vont être capables de bien encadrer les jeunes qui ont été repérés. Voilà. Connaître le volet de demain. Donc c'est important d'avoir des repères du haut niveau. Si j'ai les repères du haut niveau, je vais savoir reconnaître les qualités chez les jeunes que j'observe. Donc déjà, il y a les profils de grande taille, d'accord, voilà. Pas se cacher, le volley, on est avant tout un sport de grande taille, hein. Il suffit de regarder le haut niveau et regarder des matchs à la télé pour s'en rendre compte, hein. Hormis les profils de passe et libéraux, tous les autres postes au volley sont des postes de grande taille. Donc forcément, repérer des profils de grande taille, comme c'était le cas de Kevin Leroux à 2,09 m ou d'Amanda Silvestre à 1,94 m, et là c'est déjà une qualité. Voilà. Peu importe si au départ il n'a pas encore les qualités physiques ou les qualités techniques. Ça c'est des choses qu'il pourra développer dans un second temps. Mais déjà avoir un profil de grande taille, c'est déjà avoir une qualité pour le haut niveau. Mais la taille fait pas tout et c'est pas l'unique critère, bien évidemment. Il y a le profil physique. Présenter des qualités physiques pour le haut niveau. Soit de frappe, parce qu'on a un bras très puissant et très explosif comme Erwin Ngapet, ou parce qu'on a des grosses qualités de détente, comme c'est le cas de Lucille Giquel. Voilà. Donc avoir des qualités physiques hors normes, ça c'est aussi avoir des qualités pour le haut niveau. Et enfin le troisième, c'est le profil technique. Donc voilà, on n'a pas forcément la taille ou le physique, mais le physique on va pouvoir le développer, mais par contre on est très technique et on a une haute maîtrise de l'activité. Voilà, si techniquement on est au-dessus du lot et hors norme, c'est aussi une qualité
pour le haut niveau. Voilà. Il manque une dimension qui n'apparaît pas sur la diapositive, c'est la dimension mentale. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire et qu'on va pouvoir effectivement observer peut-être dans un second temps. La formation initiale maintenant implique de connaître le volleyball de demain. Et le volleyball, c'est un sport de conquête, c'est un sport d'agression de l'adversaire, c'est un sport d'attaque, c'est un sport de rupture. Et trop souvent, on aborde en fait l'activité sur la maîtrise de la manchette et de la passe. On l'aborde sur le principe de conservation du ballon, de ne pas faire de faute, de faire vivre le ballon. Voilà, c'est un peu... En fait, c'est humain. On a envie, dans un premier temps, en fait, de les faire maîtriser et garder ce ballon. Mais parfois, c'est en occultant complètement le but même de l'activité, qui est cet enjeu de viser les espaces libres, et d'essayer de gagner le point et d'aller vers la rupture. Voilà. Donc, les statistiques avancées montrent que les meilleures équipes mondiales sont les équipes offensives. C'est-à-dire que les facteurs de performance du haut niveau, c'est l'attaque et c'est le bloc. Et trop souvent, on va jamais travailler le bloc, des fois, parfois, sur les 4 premières années de pratique de l'activité. Et l'attaque, il suffit d'aller sur les plateaux, sur les petites catégories pour se rendre compte qu'il y a trop peu, voire des fois quasiment pas d'attaque sur les petites catégories, alors qu'on sait que c'est les 2 gestes les plus importants du volleyball de haut niveau. Donc n'oublions pas que le but de notre sport, c'est de faire tomber le ballon chez l'adversaire. C'est l'essence de notre sport de sauter et de frapper, de sauter haut et de taper fort. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Donc peut-être une entrée de l'activité davantage centrée sur l'attaque, sur le bloc, sur ce jeu de rupture. Voilà. Donc le constat alarmant, c'est que bon, déjà on démarre l'activité trop tard, donc souvent après 11-12 ans, en gros après en 6e, 5e, dans le meilleur des cas, alors que beaucoup d'autres sports, eux, démarrent à 5 et 10 ans. Donc nos jeunes, à nous, en volleyball, accumulent déjà un premier retard. Un premier retard non seulement sur les savoir-faire volés, mais aussi sur les savoir-faire de base, c'est-à-dire les savoir-faire moteurs. Donc ça implique en fait qu'on essaie de démarrer beaucoup plus tôt la pratique de l'activité volée. Et déjà qu'on démarre tard, et en plus, on va passer les 2-3 premières années à faire uniquement, quasiment passe-manchette pour essayer de maîtriser ces premiers gestes et d'amener un peu de continuité. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il faut attendre le lycée avant vraiment d'aborder l'attaque. Bon, ça semble absolument inconcevable de ne pas imaginer qu'en fait, on ait envie de démarrer plus tôt avec les jeunes à 7-8 ans et que l'attaque, c'est déjà en gros ce pourquoi les jeunes sont motivés et souvent démarrent l'activité volée. Voilà, c'est parce qu'on a vu du volley à la télé, qu'on a vu les gens se matcher, qu'on a envie de faire la même chose. C'est souvent l'attaque qui nous motive et ce pourquoi on vient jouer au volley. Au foot, ils viennent pour marquer des buts. Au basket, ils viennent pour marquer des paniers. Bon, au volley, c'est pareil. Ils viennent pour se matcher. Ils viennent pas pour faire des passes et des manchettes. Donc voilà, donc c'est vraiment repenser un peu l'entrée dans l'activité et les priorités qu'on doit donner. Donc point d'intention, c'est d'abord l'armée à l'attaque. Vous voyez le tirage du coude vers l'arrière, cette armée vers l'avant, donc pas l'armée vers le bas et l'arrière comme au tennis, celui-là qui nous empêcherait de sauter, mais bien un armé par l'avant, un tirage du coude vers l'arrière. Et vous voyez bien que sur cette photo, c'est cette ouverture d'épaule qui permet de frapper fort. C'est la position du lanceur de javelot, du tireur du handball. C'est dans cette position avec cette armée qu'on va pouvoir frapper fort. Donc c'est déjà le premier point d'attention chez les jeunes qui débutent. Et la première chose, effectivement, à rectifier. À haut niveau, les filles peuvent frapper jusqu'à 110 km/h, les garçons jusqu'à 130. Donc pour avoir ces hauts niveaux de frappe à haut niveau, il faut avoir cette armée du coude vers l'arrière. Voilà. Si on apprend un mauvais armé dans les 18 premiers mois de volley, en fait, ça va être très compliqué à modifier. Il va falloir, on a passé 18 mois, d'ailleurs il va falloir passer quasiment autant de temps pour déconstruire le mauvais geste avant de pouvoir réapprendre un nouveau geste. C'est vraiment une perte de temps qu'on peut éviter si on a vraiment bien compris un peu cette gestuelle sur l'attaque. Le deuxième point d'attention important, c'est la course d'élan. Ce gauche-droite-gauche quand on est droitier, bien sûr, l'inverse quand on est gaucher, avec en fait ce pied droit qu'on va jeter loin devant, comme si on voulait franchir une rivière, ou dans le même temps où on jette son pied droit, on va avoir les bras qui sont lancés loin derrière.
Et ça va nous permettre de rythmer les deux derniers appuis, donc le droite-gauche, et d'utiliser les bras pour aller chercher un saut maximal. Voilà. En fait, on se rend compte que trop peu de jeunes sautent à l'entraînement. Il y a trop peu de sauts, et quand il y a des sauts, c'est souvent pas des sauts maximum. Parce qu'on est concentré sur le ballon, parce qu'on a peur d'être en retard, parce qu'on est trop préoccupé sur l'incidence du ballon frappe de la main à l'attaque. Et donc on a un saut souvent à 30-40%. Et chez les filles, le constat est encore plus dramatique. Donc essayer de mettre dans les entraînements des sauts maximum, ça c'est vraiment une priorité. Voilà. Savoir qu'à haut niveau, ce sont les passeurs qui sautent le plus en nombre de sauts, hein, parce qu'ils font souvent des sauts non maximum, hein, sur les passes en suspension surtout. Et après, c'est les centraux, puis les ailiers, hein, dans cet ordre-là. Et ce sont les derniers qui effectuent le plus souvent des sauts maximaux, hein, parce que les centraux, il y a tous ces petits sauts de bloc un peu en réaction. Voilà, les ailiers sautent moins souvent, par contre, quand ils sautent, en général, ils sautent à fond. Voilà, ça c'est aussi quelque chose à bien avoir conscience. L'appel inversé, c'est ceux qu'on l'appelle des pieds de gaucher alors qu'ils sont droitiers, par exemple. Donc en fait, on a les pieds qui vont à l'inverse de notre bras de frappe. Et ça va être vraiment problématique. Ça va nous limiter dans les ouvertures d'épaule, donc à l'arrivée sur notre force de frappe. Et ça va être très problématique, notamment quand on veut attaquer en 4 ou sur l'aile gauche, où là, ça devient vraiment un problème. Donc c'est important de l'identifier très tôt. D'où l'importance d'exercer son œil, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le voir du premier coup, qui parfois entraînent le jeune pendant 1, 2, peut-être des fois 3 ans sans avoir perçu qu'il avait un appel inversé. Et c'est tellement dommage, parce que plus on va prendre l'appel inversé tôt, plus ça va être facile de le modifier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.